c'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette conférence débat pour essayer de pointer les éléments de notre problématique. Il s'agit de la problématique de l'appauvrissement des Ivoiriens en consultant les services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et la cherté de la vie. Ainsi, nous sommes dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui fait partie des pays en développement, mais ce pays doit faire face à de nombreux défis structurels s'il aspire à améliorer durablement les conditions de vie de sa population. Ce que le PDCI a toujours essayé de faire, puisque depuis l'indépendance, avec le père fondateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait mis le social au cœur de sa politique, où il a parlé de faire le social le plus hardi. Et c'est par rapport à ce social le plus hardi, soutenu par une politique où l'homme était au cœur de l'action, que la Côte d'Ivoire est devenue un pays leader dans la sous-région, attirant tout le monde pour espérer vivre une vie meilleure ici. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il est à noter que nous mettons beaucoup l'accent sur la croissance économique. Donc, c'est une réalité. La croissance économique est notable, puisque nous avons un PIB de 6,5%, ce qui est notable, et cela en 2021 et 2023. Mais il y a un contraste. Cette croissance économique n'est pas suivie du bien-être des populations. On note qu'il y a une défaillance, il y a une insuffisance au niveau du bien-être des populations qui vivent pratiquement les difficultés existentielles. Cette embellie économique est également qualifiée de croissance appauvrissante par des experts de renom, notamment M. Prao, parce que cette embellie n'est pas suivie d'une bonne politique sociale et les services sociaux de base sont en net recul. On a tous ici ce qui se passe avec la couverture maladie universelle, où un dispositif de protection sociale a du mal à faire son chemin et se mettre au service de la population ivoirienne. Cette embellie économique est également peu ressentie par la majorité des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent, tout le monde se plaint et on voit avec les capsules qu'on vient de passer que la cherté de la vie n'est pas un leurre, c'est une réalité. Et par rapport à ces difficultés que connaissent les services de base, cela a un impact sur l'IDH, l'indice de développement humain, et sur l'ICH, indice du capital humain, des terminologies qui existaient, mais que le leader du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, a mis en lumière depuis qu'il est apparu sur la scène politique. Il s'agit donc, en regardant cette défaillance, embellie économique contrastant avec le bien-être, c'est un signal d'alarme pour tous ceux qui veulent diriger ce pays. Ça traduit simplement une insuffisance véritable des investissements dans les domaines essentiels comme l'éducation et la santé. Nous allons donc voir rapidement le classement de la Côte d'Ivoire, mais surtout voir que la Côte d'Ivoire, malgré sa position de leader de la sous-région, est talonnée par des pays qui sont moins riches. Ainsi, on revient rapidement aux définitions. L'indice de développement humain qui mesure le bien-être général des populations à travers l'espérance de vie, l'éducation et le PIB. Nous avons l'ICH, l'indice du capital humain, qui mesure la contribution de la santé et de l'éducation à la productivité future des individus et des pays. Donc c'est un indicateur très important qui a été banalisé, l'ICH, mais aujourd'hui nous pensons que c'est revenu à l'ordre du jour parce que c'est important. Et la polémique est connue en Côte d'Ivoire sur le classement de la Côte d'Ivoire. Nous n'occupons pas un bon rang. La Côte d'Ivoire est classée 157e sur 193 pays. Ce n'est pas à notre honneur. Et donc c'est un retard significatif dans le développement des capacités humaines nécessaires à un développement durable. À côté de la Côte d'Ivoire, d'autres pays qui ont un PIB moins important, vous avez le Ghana avec un IDH à 0,450, mais qui est classé
avec un PIB par habitant similaire à la Côte d'Ivoire et qui est mieux classé que la Côte d'Ivoire. Les autres pays, c'est pareil, le Sénégal, qui a un PIB plus bas, et qui est classé avec l'indice de capital humain qui est mieux classé que la Côte d'Ivoire. Et le Burkina Faso, qui a un indice de capital humain qui avoisine celui de la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant un PIB plus faible, mais ils investissent beaucoup dans le secteur santé, éducation, ce qui fait qu'il y a une performance qui impacte la vie des populations. Donc vous voyez sur le tableau, en rouge, l'évolution de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a eu des progrès, mais vous voyez que c'est très faible, les deux lignes qui se suivent entre 855 et 585, il n'y a pas une grande différence. Mais aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que Tidjane Thiam a mis le sujet à l'ordre du jour. On a dénié ce fait, mais aujourd'hui, on s'en glorifie. C'est une bonne chose. Ça veut dire que dans le futur, on va aller de l'avant. Donc, par rapport aux services sociaux de base, nous avons sélectionné 3 éléments: la santé, l'éducation et la cherté de la vie. Concernant la santé, depuis plusieurs décennies, la santé vit une crise systémique. Rien ne paraît bouger au niveau de la santé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de constructions qui sont faites, mais l'Ivoirien n'arrive pas à se soigner correctement dans une des structures sanitaires. Alors, quand nous faisons l'analyse de ce qui est au niveau du système de la santé, nous voyons que ce système est caractérisé par un des mauvais indicateurs de santé de base. Nous y reviendrons. Un financement insuffisant, 6,5%, loin des 15% exigés par Abuja. L'absence ou bien l'insuffisance de responsabilisation et de redevabilité des acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, donnent l'impression qu'ils ne doivent rien à quelqu'un, qu'ils agissent comme ils veulent. Personne n'a le droit de leur faire des reproches. On doit accepter tout ce qui se passe et cela impacte négativement la santé. Nous avons également une inégale répartition des ressources humaines et des infrastructures. Nous y reviendrons. Une promotion insuffisante de la qualité des prestations, surtout dans le secteur public. Vous voyez, on fuit pratiquement les hôpitaux publics pour aller se soigner dans le privé, alors que là-bas, ce n'est pas un gage de performance, parce que c'est dans le secteur public que vous avez les acteurs les mieux formés. Et même ils laissent le secteur public, les hôpitaux, pour aller dans le secteur privé. Donc il y a quelque chose qui impacte négativement cette santé. Et le dernier élément que j'ai souligné tout à l'heure, c'est l'enlisement du processus de mise en œuvre de la CMU qui devait permettre à l'État de Côte d'Ivoire de soigner les plus démunis. Mais paradoxalement, on se rend compte que cette CMU peine à démarrer et peine à se mettre au service des populations. Alors nous revenons aux indicateurs sanitaires qui, pour la Côte d'Ivoire, comme je le qualifie ici, ces indicateurs sanitaires sont loin de ceux d'un pays dit émergent. C'est donc un leurre. La Côte d'Ivoire est un pays émergent ou qui va devenir émergent, mais le minimum qui doit être fait pour qu'on dise que ce pays est émergent, notamment au niveau de la santé, nous ne pouvons même pas espérer cela. Parce que nos indicateurs clés sont faibles. Espérance de vie, 62,6%. Pour tout ce que nous avons comme ressources financières, comme infrastructure, les Ivoiriens meurent trop tôt. Ils meurent trop tôt. Contrairement à d'autres pays voisins, vous avez le Ghana, vous avez le Burundi, vous avez le Gabon, le Sénégal. Le Sénégal, le chiffre a sauté, mais c'est 68%. Et puis, par rapport au monde où la moyenne d'espérance de vie est de 72. Donc nous sommes loin de l'espérance de vie idéale pour permettre à l'Ivoirien de vivre longtemps. La mortalité maternelle, voici le plus grand fléau de notre système de santé. Nous sommes passés de 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 387 pour 100 000 naissances vivantes. Les analystes démontrent que 387, ça correspond aux pays en conflit. C'est une mortalité maternelle qu'on voit dans les pays en conflit, mais pas dans un pays en paix comme la Côte d'Ivoire. Donc notre indicateur est très préoccupant.
La mortalité infantile est également élevée, 58,5% pour 1000 naissances vivantes. C'est trop pour la Côte d'Ivoire qui a développé des ressources humaines, des infrastructures et qui a les ressources financières pour améliorer cet indicateur. Les ressources humaines. Il faut saluer au niveau des ressources humaines tous les efforts qui ont été faits par les premiers présidents qui ont construit ce pays. C'est la création de l'université, de la faculté de médecine, pharmacie, odonto, l'INFAS, qui ont permis qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit riche en ressources humaines, en santé. En tout cas, par rapport aux normes de l'OMS, nous avons atteint tous les indicateurs, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Mais le fléau, c'est la répartition inégale sur l'ensemble du territoire national. Tout est concentré, tout le personnel est pratiquement concentré au sud. Peut-être un peu à Yamoussoukro et Bouaké, mais plus on monte, moins on a de personnel de santé et nous observons dans ces cas des déserts médicaux, c'est-à-dire des endroits où il n'y a presque pas de médecins ou de personnel de santé. Voici la répartition. Vous voyez en vert la partie au sud-est, c'est la zone où on a vraiment à peu près un médecin pour 5000 habitants. En jaune, un médecin pour entre 5000 et 10 000 habitants. Et en rouge, un médecin pour 10 000 habitants ou plus de 10 000 habitants. Vous voyez que nous n'avons pas du tout progressé. Donc malgré le fait qu'il y ait des ressources humaines suffisantes, du fait de la répartition, nous ne pouvons pas soigner les populations ivoiriennes comme nous le souhaitons. Les infrastructures, c'est la même chose. On a une inégale répartition, voire même une insuffisance ou une absence par endroit. En dehors des établissements de premier contact, c'est-à-dire les centres de santé ruraux, etc., où nous avons beaucoup d'infrastructures, mais nous n'avons que 5 CHU pour toute la Côte d'Ivoire, pour les 32 millions d'habitants. Et 4 sont à Abidjan, un seul à Bouaké. Et puis vous avez entendu parler de la construction d'un CHU à Abobo. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de construire un CHU encore à Abidjan, alors qu'il n'y en a pas ailleurs? Voilà un peu le paradoxe que nous observons avec le régime RHDP qui vient après 2 ou 3 présidents, qui ne tirent pas les leçons de ce qui a été observé et qui continuent dans les mêmes erreurs. Donc quand est-ce que nous allons réparer ces inégalités? Au niveau des plateaux techniques, c'est pareil. S'il n'y a pas de plateau technique, on ne peut pas soigner. Vous voyez 11 districts sanitaires sans bloc opératoire, sans service de radiologie ni de laboratoire. Et seulement 6800 lits dans tout le pays. Ce qui entraîne un engorgement des services, des urgences et des services tertiaires. Au niveau des soins, nous avons les soins préventifs et les soins curatifs. Ce sont ces deux volets qui agissent sur l'espérance de vie. Ce sont ces deux volets qui agissent sur les taux de mortalité. Mais vous voyez, chez les enfants, la couverture vaccinale qui va permettre de les protéger pour réduire la mortalité infantile est très faible. Elle dépasse pour les meilleurs 90% de taux de couverture. Mais pour la plupart, c'est même inférieur, c'est autour de 66 par exemple. Donc ça ne peut pas éviter des épidémies. On constate qu'aujourd'hui, de temps en temps, il y a une épidémie de rougeole, ça tue plein d'enfants. Une épidémie de ceci. Donc vraiment, nous pensons que le suivi de nos indicateurs pose problème avec la gouvernance actuelle. Il en est de même pour la polio. Pour ceux qui se souviennent, depuis des années, l'Afrique a décidé d'éradiquer la polio. On disait même boutons la polio hors de l'Afrique. Mais la couverture qui a été déclarée en 2024 est de 62%. Ça veut dire qu'il y a des virus qui circulent. Donc des enfants peuvent encore attraper la polio et devenir handicapés. Donc il y a des efforts à faire au niveau de ces soins préventifs. Quant aux soins curatifs, on les juge sur les taux de fréquentation très faibles au niveau des hôpitaux
moins de 50% d'Ivoiriens fréquentent les hôpitaux généraux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont peur d'aller à l'hôpital à cause des ordonnances, à cause du coût. On leur tend beaucoup d'ordonnances, des bulletins, et ils n'arrivent pas à assumer. Donc au lieu d'aller se faire humilier, ils préfèrent ne pas aller à l'hôpital. C'est important de le signaler. Parce qu'on construit les édifices, mais si les Ivoiriens n'y vont pas, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc voilà des points importants que je voulais souligner par rapport à la gouvernance actuelle dans le système de santé. Quant à l'éducation, vraiment c'est un système éducatif en déclin. Vous êtes d'accord avec moi, vous partagez les avis. La capsule a dit, les enfants sont assis sur les bancs. On donne un certain nombre d'établissements qui ont été construits, mais en réalité, ce n'est pas fonctionnel. Quand on va dans les villages, il y a encore des cases. Les élèves sont assis sous les cases pour aller à l'école. Et on nous rapporte souvent même les toits qui s'envolent, etc. Donc, ça veut dire que le système éducatif même a des problèmes. Mais ce qu'il faut noter dans ce système éducatif en déclin, c'est qu'il y a une massification de la scolarisation. On baisse les moyennes pour faire passer les enfants. On réduit les points à l'entrée en 6e pour recruter les enfants. Donc les enfants se trouvent très nombreux au niveau du système secondaire et la conséquence, c'est qu'ils ne sont pas bien encadrés et la performance des apprenants devient de plus en plus faible ainsi que celle des enseignants. On peut passer, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut sauter. J'ai déjà parlé du plus important. Et vous voyez, au niveau du primaire, le nombre d'enfants, le ratio par rapport aux enseignants, c'est de 46. C'est pas mal, mais l'UNESCO dit 35, entre 35 et 40. Donc déjà, nous sommes au-dessus. Mais c'est pire encore dans le secondaire. Nous avons 57. Ça, c'est la moyenne théorique. Mais dans le grand public, nous avons près de 74 élèves par classe. Et même, il y a des pics jusqu'à 90. Ce qui fait qu'on est obligé de faire des doubles vacations pour pouvoir suivre les enfants. Mais qui dit double vacation, dit diminution de l'emploi du temps, dit diminution du suivi, dit diminution de l'évaluation. Conséquence, mauvaise performance des élèves dans le secondaire. Et vous voyez aussi pour l'université, on n'est pas allé trop dans les détails concernant les universités. On a simplement noté pour 322 500 étudiants, à peine 20 000 lits. Quand on sait que tous ces étudiants, la plupart n'ont pas de parents aux endroits où on les affecte et ils arrivent, ils sont livrés à eux-mêmes, pas de structure pour les accueillir, ni de politique même pour favoriser des structures privées pour les retrouver. Parce que s'ils vont dans le privé, c'est pour payer une chambre ou un studio à 20 000. Aucun parent ne peut supporter cela. Et vous voyez la difficulté que cela fait, abandon de l'école, dépravation, surtout chez les filles. Donc ça pose un problème au niveau du système supérieur. Voilà. Donc par rapport aux performances, la Côte d'Ivoire n'est pas très bien placée. Parce qu'il y a eu des évaluations qui sont des évaluations externes qui ont comparé plusieurs pays. Et on se rend compte qu'à la fin du cycle primaire, 83% des enfants sont incapables de lire à 10 ans. C'est-à-dire, on a eu l'impression de leur apprendre à lire, mais quand on leur donne des ouvrages de leur niveau, ils sont incapables de lire, de comprendre. Dans les langues, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire est très faiblement classée. En mathématiques, même c'est pire, on est au bas de la classe, on dirait même dernier. Et au niveau des taux d'achèvement qui font partie des indicateurs que j'ai cités tantôt, IDH et ICH, vous voyez le taux d'abandon au niveau du primaire est de 14%, mais on donne des chiffres pour dire que la scolarisation est à 90%. C'est-à-dire on évalue l'entrée, on ne parle pas de la sortie. Alors que 14% des enfants abandonnent l'école avant de terminer le CM2. Au niveau du secondaire, c'est encore pire, près de la moitié des enfants sortent du système scolaire. Et normalement, on devait les récupérer dans l'enseignement technique. Mais il n'y a pas une politique cohérente pour les faire passer du système public classique au système professionnel et technique. Voilà. Et vous avez le dernier chiffre qui est important, c'est le taux de succès au bac.
Voilà. Seulement 40%, je peux dire 41% de réussite au bac. Cela traduit un réel échec. C'est un échec massif au sommet du système éducatif. Parce que c'est à partir du bac qu'on entre à l'université. Mais si un effectif de 100, il n'y a que 40 enfants qui ont le bac, mais c'est un échec. Aujourd'hui, on parle des lycées d'excellence. Vous avez Sainte-Marie, 100%. Vous avez tel établissement, 100%. Mais c'est ce qu'on devait observer partout, au moins entre 70 et 80%. Mais si on a 40% au niveau national, c'est que vraiment, c'est un échec. Le chiffre en gras, c'est pour simplement dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 6 millions de jeunes qui sont hors du système scolaire. Donc on en fait des futurs chômeurs, des futurs dangers même, parce qu'ils vont chercher à survivre avec des petits métiers ou des métiers qui sont dangereux, même pour eux-mêmes et pour la population. Voilà. Et 24% des enfants n'ont jamais été à l'école, c'est important à noter. Et 47% de la population ivoirienne est analphabète. Voilà. Attends, c'est presque fini, il reste la pauvreté. Voilà. Donc, c'était le deuxième thème que nous avons essayé d'aborder pour analyser les défaillances. Et le dernier thème, c'est la pauvreté. On ne va pas trop y insister. Les Ivoiriens sont pauvres. Les femmes sont plus pauvres encore, alors que c'est elles qui sont pratiquement des chefs de famille dans les familles monoparentales. C'est elles qui s'occupent des foyers, mais elles font partie des populations les plus pauvres. Et le seuil de pauvreté est élevé. On a discuté des chiffres, mais une grande partie de la population, plus de 30% de la population est pauvre. Et on a essayé de qualifier ce seuil de pauvreté en disant près de 1000 francs. Celui qui vit en dessous de 1000 francs est considéré comme pauvre. Mais on ne prend pas en compte la réalité du coût de la vie. Moi, j'ai fait un petit calcul. Pour une famille de 5 enfants, pour pouvoir vivre correctement, manger un demi-kilo de viande, manger 1 kilo de riz pour les 5 enfants, avec des accessoires, il faut au moins 2500. Quand on donne 2500, par jour, multiplié par 30, ça fait 60 000. Mais on me dit qu'on ne donne même pas 2500. Voilà, on ne donne même pas 2500. Voilà, mais on dit 1500. Voilà, donc si on donnait même 2500 par jour à une famille de 5 enfants, vous voyez que le SMIC n'arrive même pas à couvrir, ne serait-ce que la nourriture, pour parler du loyer et des frais annexes jusqu'aux frais de santé. Voilà. C'est le truc qui a aussi perd le temps. Voilà. Donc, on a essayé d'énumérer un peu les causes, mais je pense que à peu près toute l'assistance, c'est un peu les causes de cette pauvreté. Il y a une inégale répartition de la richesse. Il y a des facteurs qui sont venus s'ajouter, qui entraînent une pauvreté en milieu rural, alors que dans le milieu rural, les gens arrivaient à s'autosuffire, mais l'orpaillage clandestin, la déforestation massive ont entraîné une pauvreté au niveau rural. Et aussi, la faible rémunération des salaires pour ceux qui sont en ville. J'ai parlé tout à l'heure du SMIC. Ce SMIC est calculé sans tenir compte du coût réel de la vie ni de l'inflation. Donc, mesdames et messieurs, c'est un panel avec débat. Nous avons dit l'essentiel sur les 3 points que nous avons trouvé utiles de relever comme élément faisant partie des promesses qui ont été faites par le RHDP. Ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir et on retrouve toujours les mêmes failles. Alors comme le maître a posé la question tout à l'heure, faut-il encore confier le pouvoir à un parti qui ne tient même pas compte des antécédents pour pouvoir améliorer ce qui se passe? Je pense que la question est posée et c'est pourquoi nous sommes là pour ce débat. Et je voudrais donc vous remercier tout en vous disant de retenir que nous avons une croissance économique appauvrissante. Je vous remercie.